Je rappelle à l'attention de tous les collègues que le mois de janvier a été toujours dans le passé le mois de la conquête des libertés. Rappelez-vous 1959. Et même aujourd'hui 2015, des gens qui sortent dans la rue, c'est aussi pour exercer leur liberté. Mais en même temps, ce mois de janvier, c'est aussi l'année des martyrs. Nous venons d'en avoir, d'après le vice-premier ministre, il y en a 4. D'après les radios périphériques et la société civile, il y en a une dizaine. On ne sait pas qui dit vrai, mais au moins, il y a mort d'hommes. En janvier 1959, il y en avait aussi. Lumumba lui-même, notre premier ministre, est mort en janvier. Laurent Désiré Kabila est mort aussi en janvier. C'est quand même un mois, historiquement, très difficile. Nous devons donc faire attention. Nous sommes ici, Monsieur le Président, chers collègues. Nous n'examinons pas cette loi en toute sérénité. Le palais du peuple est bouclé, et vous le savez. Nous-mêmes, sénateurs, pour arriver au Parlement, pour arriver au palais du peuple, nous bravons plusieurs barrages, plusieurs contrôles. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur le Président, il y a aujourd'hui l'examen de la loi électorale. C'est une loi citoyenne. Nous aurions dû nous mettre d'accord pour une loi citoyenne, parce qu'il n'y a pas que la majorité actuelle qui restera éternellement au pouvoir. Et ceux qui viendront, ils doivent brimer ceux qui font partie de la majorité aujourd'hui et qui seront dans l'opposition demain. Cette loi, Monsieur le Président, elle devait plutôt requérir un consensus. Comme disait le collègue Kalamba, nous aurions dû en parler, au lieu de nous enfermer dans nos officines et d'échafauder des plans machiavéliques de conservation du pouvoir. Nous aurions dû en parler en homme politique, en responsable, en patriotes qui aiment leur pays et qui veulent d'un bon avenir pour les générations futures. Monsieur le Président, ceux qui manifestent aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils ne cherchent qu'à exercer des libertés, des droits fondamentaux qui sont garantis par la Constitution. La liberté de pensée et de conscience, article 22. La liberté d'expression, article 23. La liberté de réunion pacifique et sans armes, article 25. Le droit à l'information, article 24. La liberté de manifestation, article 26. Monsieur le Président, ce sont des droits garantis par la Constitution. En 2011, alors qu'on venait de terminer les élections, nous n'avions plus droit au SMS. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous n'avons pas accès à l'Internet, nous n'avons pas droit au SMS. Mais comment une partie de la population, ceux qui gouvernent, peuvent prendre tout un peuple en otage? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Constitution dit que les séances parlementaires sont publiques. Article 118 de la Constitution. Mais le palais du peuple, où siège le Parlement c'est quand même le sanctuaire de la démocratie. Mais les gens ne peuvent pas venir suivre les débats. Ils n'ont pas accès au palais du peuple. Et ça, Monsieur le Président, on ne peut pas dire que c'est normal. On ne peut pas examiner la loi comme si de rien n'était. Mon intervention, Monsieur le Président, va porter d'abord sur la leçon générale que je tire personnellement après avoir lu ces textes.
Et en deuxième lieu, juste quelques articles tirés sur le volet. En fait, pour démontrer l'inutilité de ce projet de loi par rapport au texte en vigueur de 2011. Monsieur le Président, pour moi, en règle générale, ce projet de loi, c'est le nouvel artifice trouvé par l'exécutif pour violer intentionnellement la Constitution. Je prends le cas de l'article 73 que je crois le collègue Njoli a lu tout à l'heure. Je ne vais plus y revenir. Mais au moins, je me permets d'insister sur le fait que, en septembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante doit convoquer les scrutins pour l'élection du président de la République. C'est constitutionnel. Personne ne peut y déroger. Avant d'y déroger, il faut d'abord modifier la Constitution. Donc, 90 jours avant, on doit convoquer, la CENI doit convoquer les scrutins pour l'élection du président de la République. On veut nous démontrer, on veut nous enseigner l'importance du recensement et de l'identification. Mais nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des responsables. Nous connaissons ce que c'est qu'un recensement. Nous connaissons l'importance de l'identification. Depuis plusieurs années, nous avons demandé au gouvernement, le directeur général de l'ONIP, il était ministre de la... Nous lui avons dit dans cette salle l'identification. Ils ne l'ont jamais fait. Depuis 2007 que nous sommes là, nous avons toujours exigé la carte d'identité. Et la carte d'identité ne peut être délivrée qu'après l'identification. Vous ne l'avez jamais fait. Ce n'est pas maintenant qu'il faut venir nous donner des leçons. Nous ne sommes pas vos élèves, ni vos étudiants. Nous sommes des responsables. Et nous savons de quoi nous parlons. Le directeur général de l'ONIP, dans son exposé, je ne sais pas si tout le monde a compris comme moi, il était même, c'est un ami professeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais là ça n'a rien à voir. En tant que directeur général, il était un peu mal à l'aise parce qu'il ne savait pas dire je vais commencer l'opération à telle période, je peux la terminer à telle période. Donc il y a l'élasticité dans tout cela. Il y a l'imprécision. Donc on veut donc nous rouler dans la farine. On veut nous jeter de la poudre aux yeux. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Un membre du gouvernement a même dit, mais l'élection présidentielle peut se tenir en 2017. Il n'y a pas de problème. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Mais puisque les sénateurs, ils sont au-delà de leur mandat. Mais, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-Premier ministre, comment vous pouvez tenir de propos aussi irresponsables? Comment un membre du gouvernement peut tenir de propos aussi irresponsables? Est-ce que la Constitution et les lois de la République ont-elles conféré aux sénateurs le pouvoir d'organiser leur propre élection? Si c'est le cas, donnez-nous l'article de la Constitution qui confère aux sénateurs le pouvoir d'organiser leur propre élection. Mais vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est parce que ceux qui devaient organiser les élections ne l'ont pas fait. Ceux qui donnaient de l'argent à ceux qui organisent les élections ne l'ont pas fait. Il ne faut pas utiliser ça comme un motif de propagande pour dire que voilà, vous êtes là depuis 3 ans, depuis 8 ans et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas là parce que nous le voulons. Il n'y a personne qui a pris des armes pour s'imposer et rester au Sénat. Vous n'avez pas été capable d'accomplir vos tâches, vous ne pouvez pas vous en prévaloir. Et la Constitution dit, le mandat de sénateur commence à la validation de pouvoir par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat. Ça, c'est l'article 103, 105 de la Constitution.
Et c'est la même chose d'ailleurs pour les députés, l'article 103, que le mandat du député commence avec la validation des pouvoirs et se termine dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Mais il n'y a pas eu un nouveau Sénat. Vous n'avez pas organisé les élections. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce projet de loi, Monsieur le Président, pour moi, c'est toujours la leçon que je tire. En fait, dans la précipitation. Parce que depuis 2012, un député de l'opposition a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi. On n'a pas voulu en tenir compte. Et en septembre 2014, le gouvernement dépose un projet de loi. Et le bureau de l'Assemblée nationale est dans l'impossibilité de faire passer le projet du gouvernement alors qu'il y a une proposition sur laquelle le bureau s'était assis depuis plus de 2 ans. Et quand les députés retirent sa proposition de loi, une proposition du reste tripatouillée, vous le savez, ça a été dit par l'auteur. Et voilà comment on nous amène en catastrophe, en 5e vitesse, un projet de loi. Et on voudrait en plus que nous puissions adopter ce projet de loi sous pression. Il y a des frères qui meurent. Dans des pays normaux, quand un seul citoyen meurt, c'est une affaire du président de la République, du gouvernement, du Parlement, du peuple. Mais ici, les Congolais ne sont que des mouches. Comme les mouches nous dérangent quand nous mangeons, comme les moustiques nous dérangent, ils nous transmettent la malaria. Si un meurt, si 10, 600, 6000, tant que nous avons le pouvoir, nous allons continuer à exercer le pouvoir. Chers amis, hier, ceux qui travaillaient dans le cadre de l'ancien régime avaient aussi réfléchi de cette manière-là. Je crois que nous devons tirer les leçons du passé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Monsieur le Président, pour moi, mon intime conviction, après la lecture de ce projet, c'est que les auteurs de ce projet de loi, ne sont pas à l'écoute du peuple. Ils ne vivent pas sur la même planète que nous. Ils ne vivent pas dans un même pays que nous appelons tous République démocratique du Congo. Parce que sinon, ils auraient pris conscience de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. C'est tout simplement des stratégies de conservation du pouvoir pour le pouvoir. Mais nous voulons, Monsieur le Président, sortir le Congo du Gondwana. Nous voulons, et quelqu'un l'a dit ici, je crois que c'est le directeur général de l'ONIP, et là je suis parfaitement d'accord avec lui, il faut que ce pays redevienne un pays normal. Et mon collègue Ché également l'a dit. J'ai toujours dit que le Congo est un pays anormal. Et tout ce qui se fait aujourd'hui montre qu'on est toujours un pays anormal. Donc, je pense que lier l'organisation de l'élection présidentielle au recensement n'est pas une bonne chose, c'est une grosse erreur. Le directeur général l'a répété plusieurs fois, mais c'est le travail que moi je fais. Il a toujours été fait. Après moi, il se fera. Et il a parfaitement raison, parce que le recensement administratif n'est pas nouveau. Je vais vous rappeler, chers collègues, que répondant à une question orale de notre collègue Ramazani, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui venait de quitter le gouvernement, Richard Mouyej, devant cette tribune, nous a communiqué
les chiffres des différentes provinces, chiffres obtenus dans le cadre du recensement administratif. Donc, ça veut dire que le recensement administratif se fait de manière... C'est une activité routinière. Le professeur Louma nous l'a reconnu. Donc, il ne faut pas en faire quelque chose de trop sorcier. Il ne faut pas lier la tenue de l'élection présidentielle à une activité qui est tout à fait routinière, à n'importe quel moment, même si les chiffres ne sont pas rigoureusement exacts. Monsieur le Président, je disais que dans la deuxième partie de mon intervention, je vais survoler juste quelques articles. Je m'arrête sur l'article 5. Je suis d'accord avec le gouvernement pour que les Congolais de l'étranger puissent enfin exercer l'un de leurs droits. Voter. Mais je crains que cela ne soit un vœu pieux. Monsieur le Président, lors des concertations, parce que tout le monde revient sur les concertations, chacun revient un peu sur une phrase, mais on ne voit pas l'esprit général, l'ensemble des recommandations. Mais il y avait une recommandation qui demandait au gouvernement de prendre une série de mesures de facilitation au bénéfice de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Parce que chaque fois qu'ils viennent ici, ce sont des tracasseries administratives, d'abord dans les ambassades là-bas, et ici en arrivant, des tracasseries policières. Ça, je demande vraiment au vice-premier ministre de me dire, de décliner un certain nombre de mesures qu'ils ont prises à cet effet. Parce que si déjà, vous n'avez rien fait pour leur faciliter le déplacement, pour qu'ils viennent dans leur pays, même s'ils sont belges, français, américains, mais nous avons aussi des belges, français, américains qui sont ici au pays. Et aussi, ils ont le droit de revenir rendre visite aux membres de leur famille. Là, je voudrais aussi m'arrêter sur l'article 69, qui demande à ce que les deuxième alinéa de cet article, que moi je considère comme tendancieux, dit ceci: les témoins qui en font la demande par écrit accompagnent à leurs frais l'acheminement des plis au centre de compilation. Donc ça veut dire que là, c'est une disposition qui est prévue pour les candidats fortunés et les autres qui n'ont pas de moyens. Ils vont accompagner comment? Et surtout que c'est à leurs frais. C'est aussi l'occasion, Monsieur le Président, de poursuivre la tricherie, comme nous l'avons vu en 2011. Monsieur le Président, l'article 103 traite de l'élection du candidat président de la République. J'aurais aimé, puisque nous modernisons notre pays, j'aurais aimé que on ne devienne plus président de la République à 30 ans. J'aurais aimé aussi qu'on élève un peu le niveau de formation d'un président de la République. À l'ère de la mondialisation, la complexité des problèmes environnementaux, la complexité des problèmes de gouvernance, la complexité des problèmes économiques, de développement. Mais là, on maintient toujours les niveaux au niveau des graduats. C'est quand même regrettable. On augmente le frais de dépôt pour le candidat président de la République à 100 000, plus de 100 000 $, parce que 100 millions de francs, ça fait un peu plus de 100 000 $. Donc nous devons nous battre pour être au gouvernement, parce que le gouvernement va nous donner des moyens pour être à mesure de payer 100 000 $. Donc, ne peut devenir chef de l'État que celui qui a des moyens.